Amis croisés, bonjour. Aujourd'hui, 9e entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. Je vais vous parler de Thomas Hobbes, de John Locke et les liés à l'imposture démocratique. Dans le premier entretien, qui date déjà de quelques mois, je vous avais dit que la France subissait une triple occupation. L'occupation par le bas, l'occupation de nos esprits, c'est pourquoi je mène cette croisade culturelle que j'essaye de vous faire partager, et l'occupation du politique par un politique illégitime, qui est la République maçonnique. Pardon pour le pléonasme. Je parle d'imposture démocratique parce que le politique moderne repose sur un mensonge qui est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Or, la République est entre les mains de la franc-maçonnerie, mais aussi, ne l'oublions pas, de la finance, notamment la finance apatride. Ce n'est pas la finance nationale, c'est la finance hors des nations et qui détruit les nations. Dans les années 80, le phénomène m'était apparu dans les années 80 et j'ai écrit à cette époque un livre qui s'appelle La trahison des initiés. Et à l'époque, il m'est apparu évidemment que les élections étaient truquées, si on peut s'exprimer ainsi, mais à l'époque, c'était le peuple de France qui votait. Il était victime des politiques, il était victime des journalistes, et des chanteurs, et de tout le monde médiatique, mais c'est lui qui votait. La prochaine élection, dans un an à peu près, va être une pochade, n'est-ce pas, une sinistre pochade. Et le président sera élu grâce à l'appui des médias et des forces occultes, mais il ne sera plus élu par des vrais Français, comme en 1981. C'était des Français par le sang, c'était des Français de souche. Il sera élu par des Français de papier, c'est-à-dire des gens, des étrangers auxquels la République a donné des papiers et qui vont voter à la place des Français. Je dis donc très clairement que la République maçonnique a trahi le peuple de France. Et je voudrais insister sur la simultanéité des décisions qui avaient été prises à l'époque, de deux décisions importantes, celle sur l'avortement qui a fait aujourd'hui 9 millions de victimes en France. Ce sont des enfants qui ont été sacrifiés. Et à la même époque, il a été décidé du principe d'une immigration massive pour remplacer les enfants sacrifiés par des étrangers, et cette immigration doit représenter environ aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit aux chiffres, 25 millions de personnes qui occupent notre territoire sur notre nation. Quand j'ai écrit La trahison des initiés, j'avais annoncé tout cela, mais je n'ai rien inventé parce que c'était des décisions maçonniques, donc il était normal que 20 ou 25 ans après, nous en soyons là où nous en sommes. Je voudrais juste rappeler ce premier livre que j'avais écrit, qui s'appelle La trahison des initiés, et le sous-titre c'est La franc-maçonnerie, du combat politique à la guerre de religion, car c'est bien ça qui nous intéresse évidemment, c'est la guerre de religion. Hobbes et Locke vivent évidemment aussi au XVIIe siècle, et dans mon livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, ils constituent ils font partie de la troisième partie, où j'étudie la philosophie en dehors de France, en Angleterre et en Hollande, et je les ai appelés les frères ennemis. Les frères ennemis parce que l'histoire officielle oppose Hobbes à Locke, parce que Hobbes est le théoricien officiellement de l'absolutisme, et Locke, je vais y arriver, le premier théoricien du libéralisme. Mais c'est une fausse opposition, parce que Hobbes n'est pas le théoricien de l'absolutisme. L'absolutisme, au sens chrétien, il est formulé par Bossuet, et quand Hobbes sera traduit en France, Bossuet s'opposera à l'absolutisme de Hobbes, parce que l'absolutisme, au sens chrétien, c'est l'absolutisme royal et le droit divin. Tandis que Hobbes, lui, est un despote, veut ériger un despotisme qui est démocratique, et c'est donc tout le contraire de l'absolutisme de droit divin. Ça n'est pas la même théorie, et évidemment, dans l'imposture culturelle, d'une façon générale, les professeurs les confondent. Donc Hobbes, théoricien du despotisme démocratique, et on va vers la démocratie totalitaire, c'est reconnu, n'est-ce pas, par l'histoire,
il met en avant la force, et il est un ancêtre officiel d'un Robespierre, d'un Lénine, mais aussi d'un Hitler. N'oublions pas qu'Hitler a été élu par le peuple. Locke, lui, est l'ancêtre du libéralisme, donc c'est la démocratie libérale, et qui, elle, repose aussi sur un mensonge, c'est la démagogie. La démocratie libérale, alors que ce sont des forces occultes qui dirigent cette démocratie, fait croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Donc nous sommes vraiment à l'origine de l'imposture. Ce que je voudrais signaler, c'est qu'ils sont opposés comme ça en principe, mais qu'en fait, beaucoup de choses les rejoignent. D'abord, ce sont deux cartésiens. Ce sont encore deux héritiers de Descartes. Ils sont tous les deux également protestants, donc ce ne sont pas des catholiques. Descartes non plus, je l'avais dit la dernière fois. Ils sont proches des Rose-Croix, je vais l'expliquer, et ils sont évidemment réunis par une violence anticatholique. Que l'on soit un despote démocratique ou un libéral, on est anticatholique, ils sont anticatholiques. Et ils sont donc complices des génocides, car il s'agit de véritables génocides, qui sont commis sur les catholiques en Angleterre, avant le reste du monde. Donc le premier mensonge de l'histoire officielle, c'est de les opposer. Le deuxième, c'est de dire que Hobbes est le théoricien de l'absolutisme. Il est du despotisme démocratique. Donc venons-en à Hobbes, qui vit de 1588 à 1679, qui est un assez sinistre personnage. Je ne vais pas beaucoup parler de sa philosophie. Sur le plan philosophique, il est matérialiste, mais en fait c'est un matérialisme un peu invraisemblable, puisque tout repose pour lui sur le sensualisme, et sur le mécanisme, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à penser que l'homme a une perception mécanique des choses, n'est-ce pas? On est dans les illusions scientifiques, pseudo-scientifiques de l'époque. Il étudie à Oxford, qui est l'antre kabbalistique depuis très longtemps, et il est officiellement considéré comme un nominaliste, c'est-à-dire un antiscolastique. On revient, n'est-ce pas, à ce fondement de la philosophie moderne qui est l'antiscolastique, s'opposer à la raison au sens chrétien. Donc il est un nominaliste. Pendant sa jeunesse, il aide Francis Bacon. Francis Bacon, qui est un Rose-Croix officiel et qui est chancelier d'Angleterre, dont j'ai parlé déjà la dernière fois. Et il aide Francis Bacon à rédiger ses ouvrages. Donc il est déjà très proche des Rose-Croix. Et il est l'héritier en philosophie de Francis Bacon, qui est le premier matérialiste pseudo-scientifique, mais aussi d'un alchimiste Rose-Croix, qui est Robert Floyd. Donc il s'inscrit, vraiment, Tom s'inscrit dans le complot Rose-Croix. D'ailleurs, il va aller rencontrer Galilée, qui en fait partie, et il va également rencontrer une fois Descartes, et j'ai déjà, je crois, évoqué cet épisode, mais je le rappelle à chaque fois. Ils ne se sont jamais vus, mais ils se tombent dans les bras, et Descartes appelle Hobbes, n'est-ce pas, son ami éternel. C'est évidemment une amitié secrète, une amitié initiatique. Or, je dis que Hobbes est un assez sinistre philosophe parce que son œuvre va permettre de justifier les crimes de Cromwell. Vous savez que Cromwell prend le pouvoir avec la révolution de 1648, date qui est d'ailleurs celle de la Fronde en France. C'est pas un hasard si dans tous les pays simultanément il y a des attaques contre le pouvoir royal. Cromwell va renverser les Stuarts, qui sont soutenus par Rome, évidemment, donc ça n'est pas un hasard. Et Cromwell, lui, est un puritain, il est un calviniste, et il va devenir, après la révolution de 1648, le protecteur, on l'appelle le protecteur, de la République. C'est la première révolution républicaine qui était voulue et appelée par les Rose-Croix pour détruire le catholicisme. Et il est donc à la tête de la République. La République, c'est le premier Commonwealth, n'est-ce pas, en anglais, qui devrait en principe représenter le bien de tous, mais Cromwell, lui, est un tyran à la tête de la République, un despote, donc évidemment, et il fait décapiter Charles Ier Stuart, n'est-ce pas, c'est le premier roi qui est décapité. C'est un exemple qui, évidemment, va être suivi. Et il ne fait pas que cela. Cromwell, donc, va aussi tuer, faire exécuter un grand nombre de catholiques, notamment en Irlande. Il soumet l'Irlande voulant rester catholique, et les catholiques sont massacrés en Irlande ou vendus comme esclaves. C'est un véritable génocide, et on n'a pas les chiffres, on n'a pas le droit de discuter sur les chiffres, donc on n'a pas les chiffres. Il y a au moins 40 000 morts catholiques, et peut-être jusqu'à 700 000 Irlandais
qui sont soit tués, soit vendus comme esclaves, soit déportés. Cromwell, qui est très proche des Rose-Croix, probablement un initié, c'est pas officiel mais c'est très probable. Il a en tout cas autour de lui dans son conseil d'État des initiés, dont un poète, dont Milton, et qui est un grand ancêtre de la franc-maçonnerie. Et pour le soutenir, pour justifier la révolution de 1648, Thomas Hobbes va donc écrire son chef-d'œuvre, si on peut s'exprimer ainsi, qui s'appelle le Léviathan. Léviathan, c'est un des noms du diable, ça n'est pas un hasard. Léviathan, c'est le géant dont je vous avais déjà parlé avec Rabelais, et la couverture du livre est un véritable rébus. Le géant représente un géant, qui est bien entendu, la tête du géant, c'est Cromwell, et qui tient dans sa main droite un glaive, et qui représente la force, et dans sa main gauche, n'est-ce pas, une crosse, mais qui va représenter la justice. C'est l'origine du verbiage démocratique de différencier une droite qui serait la force et une gauche qui serait la justice. On a vu où nous amener la gauche, on peut dire que la justice n'est vraiment pas rendue. Pour Cromwell, ce Léviathan doit renverser les monarchies, évidemment. Il s'agit de mettre fin au pouvoir royal en Angleterre. Et la théorie du Léviathan se fonde à partir de ce que Cromwell appelle un état de nature. Il y aurait un état de nature dans lequel l'homme serait un loup pour l'homme. Dans ce domaine, il n'a pas tort. Si on regarde même les temps primitifs, l'homme est un loup pour l'homme. Ce que ne dit pas Hobbes, c'est que l'homme, c'est l'homme sans Dieu qui est un loup pour l'homme. N'est-ce pas ? Le christianisme a mis fin à cette horreur que peut être l'homme loup pour l'homme. Cet état de nature d'Hobbes s'inscrit dans la suite de l'individualisme de la Renaissance. Il est évident que, puisque chaque individu a le droit de tout faire sans aucune loi morale, sans le décalogue et sans le christianisme, il devient un loup pour l'homme. Donc pour remédier à cet état de nature infernal, Hobbes va imaginer un pacte. Dans les temps primitifs, l'homme aurait, en étant en pure fiction, bien entendu, aurait noué un pacte, n'est-ce pas, un pacte évidemment rationaliste. Vous êtes à l'origine du contrat social de Rousseau, c'est officiel. L'homme va sceller un pacte, et ce pacte va consister à ce que les hommes naturels deviennent et construisent un homme artificiel, et cet homme artificiel va être le géant, qui va représenter la démocratie, c'est-à-dire la somme des individus. Nous sommes, avec l'individualisme de la Renaissance, à l'origine du collectivisme. L'individu, l'individuation va rejoindre le grand tout grâce à la démocratie. Ça, c'est l'aspect occulte, évidemment, qui n'est pas avoué. Et pour que les hommes doivent céder tous leurs droits aux géants, et on va placer à la tête de ce géant un despote qui va réunir la force et la justice. À la tête de l'État, l'État qui est donc la chose publique, le Commonwealth, la République. Dans cette République, il n'y a aucune liberté. L'homme ne doit pas être libre parce que sa liberté va à l'encontre du bien commun. Pas de liberté politique, pas de liberté de propriété. Hobbes est un adversaire de la propriété privée et il demande déjà la collectivisation de la propriété, ce que feront les socialistes. Hobbes vivant, n'est-ce pas, juste avant Spinoza, qui est l'ancêtre du socialisme et qui va évidemment lui aussi, à partir de cet état de nature, envisager une collectivisation de la société, de la propriété. Mais surtout, il ne doit pas y avoir de liberté religieuse parce que la religion doit être soumise à l'État. Et l'État doit donc être civil, il l'appelle civil, et juste après lui, Spinoza dira laïque. Nous sommes à l'origine du laïcisme. Évidemment, cet État civil a un seul but à l'époque, c'est de lutter contre le catholicisme. Les Stuarts, n'est-ce pas, représentant le camp catholique en Angleterre, il fallait
évincer le catholicisme par le sang de ce que fait. Hobbes lui-même est un adepte de Lucifer. Il est proche des Rose-Croix, adepte de Lucifer. Son Léviathan est un nom du diable, et il précise dans le Léviathan que l'on doit purifier le sang. Purifier le sang, c'est un terme sacrificiel. On revient au sacrificiel cosmique, n'est-ce pas, au sacrificiel des cultes du cosmos. Et évidemment, c'est d'une actualité révolutionnaire. Ce sera la purification, ce sera le sang impur, n'est-ce pas, qui doit abreuver le sillon de la terre-mère, etc. Tagada de son. Bon. Quand Cromwell meurt, les Stuarts vont être restaurés, ils vont avoir une restauration des Stuarts sur le trône d'Angleterre, et c'est Charles II Stuart, 1660, Charles II, restauration des Stuarts, qui est effectuée par un initié écossais qui est le général Monk, et qui est un ancêtre des initiés écossais qu'on connaîtra après dans les loges maçonniques. En fait, Charles II est un Stuart, mais il n'est pas catholique. Et Louis XIV va chercher à lui d'acheter en fait sa conversion, et ça va être sans grand résultat, hein, dépenser de l'argent en vain. Et Charles II va protéger Hobbes, il avait été son élève, dont Hobbes va finir ses jours tranquillement, et non pas condamné, et il va s'adonner à la science des initiés, qui est la géométrie. Géométrie avec un grand G, et que l'on va retrouver évidemment dans Spinoza, dans Descartes, et plus tard dans les constitutions maçonniques. Et Charles II va créer la Royal Society, Royal Société, qui n'est pas une société simplement savante, mais qui était aussi à l'origine de la franc-maçonnerie. Et dans cette Royal Société, vont faire partie de cette Royal Société John Locke, dont je vais vous parler maintenant, mais aussi plus tard Newton et Desaguliers, qui sera le bras armé de Newton pour fonder la franc-maçonnerie. Ça, je vous en parlerai à une prochaine conférence. Donc venons-en à John Locke, qui fait donc partie de la Royal Society. Il vit une quarantaine d'années après Thomas Hobbes, n'est-ce pas ? Donc, évidemment, à l'époque, il y a un changement de circonstances. John Locke ne doit pas cependant être opposé. Alors, il vit de 1632 à 1704. Il est puritain, lui aussi fait partie du parti puritain, lui aussi passe par Oxford, lui aussi est nominaliste. Il se rattache officiellement au nominalisme d'Occam, qui avait été l'inspirateur de Luther, donc on est dans la filiation de la révolution luthérienne et protestante. Et à Oxford, il a aussi, non seulement est initié à la philosophie, mais également à la médecine. Mais c'est la médecine ésotérique qu'il connaît à travers un autre des fondateurs de la Royal Society, ou tout au moins d'un collège Rose-Croix qui est à l'origine de la Royal Society, et qui est Boyle. La Royal Society est précédée par un collège initiatique qui est fondé par Ashmole, qui est un Rose-Croix écossais, et par écossais, disons initié écossais, bien qu'il soit en Angleterre, et Boyle qui est également un financier. Donc on est vraiment dans l'histoire secrète. John Locke doit être considéré comme philosophe dans le cadre de l'histoire secrète. Dans sa jeunesse, avant d'être libéral, il est favorable à Cromwell. Donc en fait, le libéralisme de Hobbes ne va pas véritablement s'opposer au despotisme démocratique, parce que de toute façon, le but est le même, c'est l'anticatholicisme. Alors, John Locke, évidemment, est jeune encore quand Charles II est sur le trône, donc il se rallie aux Stuarts. Mais il va les trahir. Il va les trahir quand Jacques II va devenir roi en 1685, et parce que Jacques II, lui, est catholique. C'est un vrai catholique, il s'est converti au catholicisme. D'ailleurs, il va régner très peu de temps, puisqu'il sera immédiatement renversé par la révolution, la fameuse révolution, n'est-ce pas, de 1688, qui est la révolution libérale, et qui va faire monter sur le trône d'Angleterre Guillaume d'Orange, n'est-ce pas, qui est à demi-Stuart, mais qui est surtout un Orange, qui est un Hollandais. Donc c'est un étranger qui monte sur le trône d'Angleterre, et c'est à la suite d'un complot qui est fomenté à partir d'Amsterdam, qui est évidemment monté par les Rose-Croix, mais qui a aussi des aspects financiers. Et des banquiers d'Amsterdam participent à la révolution libérale de 1688,
Et parmi ces banquiers, il y a des banquiers juifs. Hein, bon. Alors, dans tout ce que je dis, évidemment, il faut se rappeler que les Juifs avaient été expulsés d'Angleterre et qu'ils sont justement revenus en Angleterre grâce à Cromwell. Donc il y a une connexion entre les banquiers de Londres et entre les banquiers d'Amsterdam pour faire monter sur le trône d'Angleterre un protestant qui puisse évincer le roi catholique. Je n'invente jamais rien dans mes livres. Alors, dans ce livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, donc je vous ai peut-être présenté tout à l'heure, j'ai cité notamment un historien, c'est Will Durant, n'est-ce pas, c'est le tome 24 de son immense d'ailleurs histoire de la civilisation, et qui écrit en 1688, alors que le stadtholder Guillaume III préparait son expédition en vue de s'emparer de la couronne d'Angleterre, Isaac Suassod lui prête, dit-on, 2 millions de florins sans intérêt. Alors évidemment, c'était un risque financier, mais il a rapporté gros. Cette révolution financière et anticatholique, Locke va la justifier par ses œuvres, de même que Cromwell avait justifié, n'est-ce pas, le renversement des premiers Stuarts. Locke était déjà en Hollande avant cette révolution. Il y était parti parce qu'il était au service du comte de Shaftesbury, qui est le grand-père du philosophe déiste, et qui préparait un coup d'État pour déjà renverser Jacques II. Et il était en Hollande. Quand John Locke était en Hollande, il est formé dans une secte qui s'appelle les Remontrants. Et les Remontrants, ce sont des Rose-Croix, et ce sont aussi des Arminiens qui sont des ennemis acharnés du Christ, et que l'on retrouvera aussi dans la fondation de la franc-maçonnerie spéculative en 1717. Et John Locke rentre en Angleterre sur le bateau de Guillaume d'Orange. Donc il était extrêmement proche de ceux qui sont à l'origine du complot qui renverse le roi légitime d'Angleterre. Et il va justifier cette révolution, alors qui est dite glorieuse, n'est-ce pas, par l'histoire officielle. Vous savez qu'il y a une déclaration des droits, n'est-ce pas, qui précède de 100 ans la fameuse déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration des droits va permettre l'exercice en Angleterre de toutes les religions, sauf une, évidemment, le catholicisme. Et les catholiques en Angleterre vont être spoliés de leurs biens, comme en Hollande, et Locke va être un collabo, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du pouvoir protestant, et il va devenir commissaire royal du commerce et des colonies. Les colonies, c'est le trafic d'esclaves. Vous voyez que les philosophes sont déjà impliqués dans le trafic d'esclaves avant les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Nous sommes évidemment avec des philosophes qui sont à l'origine des droits de l'homme, sans autre commentaire. Pour justifier cette révolution et le libéralisme qui est donc lié au calvinisme, donc à l'anticatholicisme, Locke va écrire en 1689 un célèbre essai qui est l'essai sur la tolérance, n'est-ce pas ? Ça avait le même ordre que la tolérance pour Erasme ou plus tard pour Voltaire, c'est tolérance sauf à l'égard du catholicisme. Puis en 1690, 2 essais, l'essai sur l'entendement humain. Alors je vais peu en parler. Il est très important parce qu'il précède toute la psychologie que l'on appelle analytique. On est à l'origine de la psychanalyse ou autre imposture, et qu'il est fondé sur le sensualisme. C'est encore une forme du fameux sensualisme, n'est-ce pas, qui est faire évidemment table rase de toute la scolastique. Mais l'essai le plus important dont je vais vous parler, c'est toujours 1690, c'est l'essai sur le gouvernement civil. On reprend le terme, donc Locke ne s'oppose pas à Hobbes. Hobbes avait appelé à un État civil, c'est-à-dire un État qui ne soit plus chrétien, et Locke reprend cette notion d'État civil, donc calviniste et anticatholique. Lui va fonder cet État civil, son politique libérale, lui aussi sur l'état de nature, toujours un état de nature fictif. Alors il est très différent de celui de Thomas Hobbes, parce que pour lui, dans l'état de nature, l'homme est libre et égal. Donc on est là aussi à l'origine, évidemment, du mythe, n'est-ce pas, de l'égalité naturelle et de la liberté naturelle. Et à partir, dans cet état idyllique, les hommes auraient contracté un contrat originel, grâce à la raison, évidemment. Mais pour Locke, n'est-ce pas, cette raison permet de justifier non plus la collectivisation des biens
comme Hobbes, parce que ça n'arrange pas les financiers d'Amsterdam et de Londres, mais au contraire la propriété privée. Voilà, nous sommes à la base du libéralisme. Vous savez que les propriétés avaient été, très souvent, c'était des monastères, n'est-ce pas, qui avaient été spoliés un siècle auparavant à cause d'Henri VIII. Donc évidemment, les propriétés, il ne faudrait pas les collectiviser non plus. Donc lui, il défend la propriété privée. Donc ça le sépare, évidemment. Alors, c'est sur un état de nature fictif, donc tout ça ne tient pas debout. Et le socialisme aura beau jeu de dénoncer cet état de nature fictif, évidemment. Mais ce qui les rejoint, ce qui fait encore se rejoindre Hobbes et Locke, c'est que Locke est également contre l'absolutisme de droit divin. Lui, Locke veut absolument libérer l'Angleterre de toute monarchie de droit divin, et il va donc fonder le politique non plus sur la religion, mais sur la réunion, le consentement de ces individus, donc on est toujours dans l'individualisme de la Renaissance, qui vont se réunir dans le grand tout, qui va être encore une fois la démocratie. Donc nous passons toujours de cet individualisme de la Renaissance, donc la source de Locke est toujours, comme celle de Hobbes, l'individualisme de la Renaissance et le rationalisme cartésien, pour fonder une démocratie. Le grand apport, entre guillemets, de John Locke, c'est de faire passer, n'est-ce pas, de théoriser le passage du politique, du sacré, puisque la monarchie de droit divin était fondée sur une religion, et là on arrive dans un politique qui va être considéré comme profane, c'est-à-dire qu'il va s'agir d'obtenir le consentement des individus, et ça sera évidemment soit par le mensonge, soit par la force. John Locke lui-même entend soumettre le monarque, donc il va prôner une suprématie du législatif. Il y a déjà une séparation, n'est-ce pas, des pouvoirs, ce que l'on retrouvera après dans Montesquieu, et il va prôner une démocratie parlementaire. Mais cette démocratie doit être conforme à l'état de nature, donc doit absolument exclure tout aspect religieux, n'est-ce pas? Donc c'est évidemment pour éliminer le catholicisme. Ce que je voudrais rappeler ici à ceux qui s'illusionnent sur le politique contemporain, c'est que le libéralisme, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent, est la première gauche, n'est-ce pas? Ça n'est pas à droite. Et qu'elle va enfanter le socialisme, puis le communisme, qui sera deuxième, troisième gauche, puis le gauchisme. Et que toutes sont réunies dans le mondialisme contemporain. Au XVIIIe siècle, Locke va être un des penseurs les plus influents sur l'encyclopédie, sur Montesquieu, mais pas uniquement. Là encore, je vais citer un historien qui est un grand historien qui est connu, qui est André Mauroy, qui écrit dans son Histoire d'Angleterre, de Locke allait sortir le contrat social de Rousseau, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration d'indépendance américaine. Donc Locke va avoir une influence considérable sur le XVIIIe siècle, qui aboutit toujours à la Révolution de 1789, révolution anticatholique, antichrétienne. Et aujourd'hui, nous vivons non plus sous une monarchie absolue de droit divin, n'est-ce pas, qui devait assurer le bien commun de l'humanité, mais nous sommes soumis par une démocratie absolue de droit humain. Et quand j'entends de droit humain, c'est l'humanisme, n'est-ce pas, contre Dieu, l'humanisme de la Renaissance, donc l'humanisme contre Dieu, droit de l'homme contre Dieu, donc droit de l'homme diabolique. Le monde moderne a été déchristianisé au nom des droits de l'homme, donc il est diabolique. C'est pour ça que nous devons continuer de résister, n'est-ce pas, cette résistance culturelle, mener cette croisade, et je conclurai de la même façon que les autres entretiens, n'est-ce pas, de vous rappeler à tous, nous sommes des croisés. Je vous remercie.